les métis vs Léopold Sédar Senghor en mai 1947. Que s'est-il passé entre les métis et Senghor? Comme d'habitude, moi je kiffe fouiller Gallica, et là je tombe sur un journal qui s'appelle Réveil. En général, moi je tombe sur des journaux qui sont pro-coloniaux, c'est les colonialistes qui les écrivent. Et là, c'est pas le cas. Je me dis, c'est intéressant. Et là, je vois cet article. Il n'y a pas de problème du métis. Waouh! C'est une vraie affirmation. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui écrit cet article. Et un peu plus tard, je tombe sur un autre article dans le journal La Clarté, où là, il y a l'association philanthropique des métis qui publie leur dernière action. Et en fait, je comprends que cet article de Léopold Sédar Senghor est une critique à l'action qui a été menée par l'association philanthropique des métis. Et ensuite, il va s'en suivre une bataille, parce qu'ils vont faire une tribune libre dans un autre journal qui s'appelle Le Sénégal, où ils vont répondre à monsieur Léopold Sédar Senghor sur le démenti du problème des métis. Senghor va répondre en mettant un bis, genre « il n'y a pas de problème du métis 2 ». Et ensuite, ils vont répondre dans La Clarté quelques réflexions d'un groupe de métis membres de l'association philanthropique qui estiment n'avoir pas à observer la correction de leur groupement à Léopold Sédar Senghor, le plus grand cerveau de l'Afrique noire. Je me suis dit, waouh, ça part en vrai clash en 1947. Le journal titré Le Wok en français. Est-ce que ça vous intéresse de lire ce clash entre Métis et Senghor, ou est-ce que c'est juste une lubie que j'ai tout seul? Parce que je sais que je suis un peu dans des trucs pointus parfois, et je me dis, wow, tout le monde s'en fout. Yes, j'ai votre validation. Bon bah super. Déjà, on va commencer par 2 éléments de contexte du coup. Léopold Sédar Senghor, qui était-il? Né le 9 octobre 1906 au Sénégal, mort en décembre 2001, il a vécu presque 100 ans. Homme d'État français puis sénégalais. Alors pourquoi français puis sénégalais? Puisqu'il était colonisé français, puis il est devenu sénégalais. Mais toutes les personnes qui sont nées avant 1960 ont été françaises avant de devenir les Africains, les Asiatiques, les Malgaches, peu importe, tous les pays qui ont été décolonisés. Et donc, premier président de la République du Sénégal. Il est ministre en France avant l'indépendance du Sénégal et est le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il fait partie des pères de ce qu'on appelle la négritude. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies pour ses partisans, ou bien le symbole du néocolonialisme français en Afrique pour ses détracteurs. Et donc, à cette époque, en 1947, qu'est-ce qui se passe en France? Là, vous devez aussi comprendre. En fait, il faut savoir que la France, elle sort de la Seconde Guerre mondiale, et donc, elle doit revoir son lien aux colonies. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, en fait, la France a été en partie libérée grâce à l'action des Africains, puisque c'était l'Afrique qui a accueilli ce qu'on appelait la France libre de De Gaulle. C'est d'abord, la capitale, c'était Brazzaville, puis Alger, ça se passait en Afrique. Donc, les colons français, ils se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale en disant au peuple colonisé « battez-vous pour la liberté, contre la domination, contre la colonisation nazie, etc. » Bon, la guerre finie, et les Français, ils sont en mode, bon, vous n'êtes pas encore totalement mature pour avoir l'autonomie, donc nous, on reste, pour le coup. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de séparatisme au sein de la République. Et donc, les Français, ils créent l'Union française. L'Union française, c'est quoi? C'est le nouveau nom de l'Empire colonial français, sauf qu'au lieu d'être Empire colonial, qui était un peu mal vu, quoi, ça devient une union d'États qui sont, pour l'instant, sous tutelle de la France. Et c'est un peu comme le Commonwealth des Anglais qui existe toujours, qui fait qu'il y a une autonomie de tous les membres du Commonwealth, mais ils sont toujours quand même sous, entre guillemets, la tutelle britannique. Et donc l'Union française, c'était un test pour copier le Commonwealth, mais en gardant la France comme, métropole coloniale, tout simplement. C'est aussi le contexte de la création de la 4ème République. Donc l'Union française est l'organisation politique de la France et de son empire colonial créée par la constitution de la 4ème République. Et donc, pour écrire cette constitution, on a fait rentrer des députés des colonies. Et donc, il y a des députés noirs qui arrivent dans l'Assemblée française. Sauf que ces députés, ils n'ont pas accès aux vraies institutions de France, ils ont accès au Conseil de l'Union française. Et donc Léopold Sédar Senghor, ça va être un de ses premiers députés, comme d'autres, il y a Félix Houphouët-Boigny, il y a plein de députés qui vont entrer, en fait, qui vont devenir des hommes politiques français, mais cantonnés au Conseil de l'Union française, ce qui veut dire que les décisions qu'ils prennent peuvent engager les colonies, mais ne peuvent pas vraiment avoir d'impact sur la métropole. Et en plus, pour les voter, on va dire la voix d'un blanc vaut la voix de 100 noirs. Là, je fais un faux chiffre, c'est exprès, mais c'est juste pour que vous compreniez que, à ce moment-là, pour élire ces députés, les colonisés ont des voix qui comptent moins, et du coup, ça rend impossible le fait de se retrouver avec une majorité de députés non blancs. C'est-à-dire qu'il y a une minorité de colons, mais ils sont représentés de la même manière que l'énorme majorité des colonisés. Là, vous avez le contexte, 1947, donc on est l'année d'après la création de l'Union française, on est au moment où Léopold Sédar Senghor devient député de la République, et ils se disent, on va pouvoir faire un truc différent, puisqu'on va pouvoir faire en sorte que dans cette Union française,
la France ne soit plus la seule maîtresse, mais qu'il y a une véritable égalité de tous les pays de l'Union. Ils y croient encore dur comme fer. Et donc, Léopold Sédar Senghor dit « J'ai lu depuis 1 an des articles fort intéressants sur le problème du métis. C'est un problème qui semble passionner l'opinion aofienne. » Alors aofienne, c'est l'AOF, Afrique occidentale française. Quel que soit l'intérêt des articles en question, et le sympathique effort de quelques métis de bonne volonté pour définir leur place dans la communauté négro-africaine, je pense qu'il n'y a pas de problème du métis. Alors là, il dit la communauté négro-africaine, pourquoi ? Parce que Senghor, c'est aussi un des penseurs de ce qu'on appelle la négritude. Donc il avait repensé le fait de se réapproprier le mot nègre, c'est-à-dire réaffirmer des racines culturelles du coup négro-africaine, ça s'appelle le retournement du stigmate, pour reprendre le mot qui était péjoratif et qu'on envoyait à la face des Noirs. Eux, ils se sont réappropriés ça. Je pense donc qu'il n'y a pas de problème du métis. Plus précisément, à mon avis, les problèmes qui se posent aux métis ne sont pas différents de ceux qui se posent à telle ou telle fraction du peuple négro-africain. Il n'y a pas de problème du métis parce que presque tous les Africains sont métissés. Non seulement les nègres de la savane ont du sang hamite ou sémite, et l'on sait l'influence des Peuls sur la somatologie, alors là je sais pas ce qu'ils racontent, mais les anthropologues continuent de déceler des infiltrations de sang blanc chez les peuples du Golfe de Guinée et de l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française. Je lisais dernièrement que l'on trouve chez un peuple d'AEF 5% d'hommes roux. Ces constatations rendent plus simple la solution de certaines questions que l'on sait plus à compliquer à des fins de division. Je dis rendre plus simple, car ces mêmes questions eussent pu, sans cela, être simplifiées. Senghor, il écrit de manière un peu complexe, un peu poétique, un peu littéraire, la question des métis abandonnés, mais c'est celle même des enfants naturels. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vous explique. On va comprendre au fur et à mesure c'est quoi le problème du métis. Là, il est en train de faire une critique du problème du métis, mais il n'a pas totalement expliqué ce que c'était. Parce qu'il faut savoir que, à l'époque coloniale, il y avait donc des blancs qui arrivaient, qui étaient souvent des militaires, des médecins, etc., qui partaient à l'aventure, ou des personnes de classe populaire qui partaient à l'aventure, devenir, en fait, changer de classe sociale aux colonies. Avoir des galons, avoir plus d'argent, avoir la vie de rêve, etc., qui leur était impossible en France. Et donc il y a plein d'hommes, c'était souvent des hommes qui allaient aux colonies, qui allaient coucher avec des femmes indigènes, et ensuite qui se barraient en abandonnant leurs enfants. Et donc c'est ça qu'on appelle la question des métis abandonnés. Dans toutes les colonies, il y avait des enfants métis qui étaient en fait le résultat soit de viol, soit d'union où le père ensuite est parti, n'a pas reconnu son enfant. En fait, il faisait des enfants et il partait. Et donc les métis se sont beaucoup mobilisés politiquement pour avoir justice à propos de ça. Et c'est ça que Senghor est en train de critiquer ici. Et donc lui, Senghor, il dit, mais il n'y a pas que les métis qui ont ce problème. En fait, tous les enfants, que ce soit en France, en Afrique ou ailleurs, peuvent être abandonnés par leur père. Donc c'est pas un problème spécifiquement métis, c'est ça qu'il explique lui. Il dit, l'État se doit de les adopter et les éduquer. Donc tous les enfants abandonnés. Et ce qu'il essaie de dire, c'est que les métis, en fait, à ce moment-là, l'administration les recueillait dans des orphelinats de métis. Ensuite, ils avaient des postes un peu privilégiés par rapport aux noirs, en fait, parce qu'ils étaient un peu plus éduqués et éduqués par des blancs. Et du coup, lui, il dit, tous les enfants devraient être adoptés et éduqués par l'État. Ça ne devrait pas leur donner un statut de privilège. L'État se doit de permettre à chaque enfant abandonné d'occuper dans la société la place qui lui revient selon ses capacités et ses mérites, non selon la teinte de son épiderme. C'est pas parce que t'es métis que l'État devrait s'occuper de toi particulièrement. La question du petit métis, donc là, les petits métis, c'est autre chose. Donc il y a les métis abandonnés, il y a les métis qui ont hérité de leur père et qui du coup sont des dominants, des colons, et il y a les petits métis qui sont un peu entre les deux, qui sont comme des noirs en fait, tout simplement à ce moment. Et il dit, la question du petit métis, c'est celle de l'ouvrier ou de l'employé noir. Et le cas du bourgeois wolof de Saint-Louis rejoint celui du bourgeois mulâtre de cette même ville. En fait, la question de classe est avant la question de race. Il a pu sembler d'abord qu'il dut former une troisième race, sinon une troisième classe, que tiraillé entre un complexe de supériorité vis-à-vis du noir et un complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc, son destin, c'est-à-dire son salut, le poussa naturellement à franchir la barre de couleur et à se perdre dans la race des seigneurs. Là, il parle des métis qui seraient un peu cette espèce de troisième race dans le cadre colonial. Vous comprenez que le cadre colonial, c'est celui qui définit les races, qui crée des classes liées aux races, c'est-à-dire que les blancs sont forcément plus forts que les noirs, et du coup les métis entre deux, ils se mettent de quel côté ? Mais l'avocat ou le vétérinaire wolof, je pourrais dire tout couleur ou sérère, subit lui aussi la tentation du Toubab Bougnoul, qui dit c'est pas que les métis qui ont envie d'aller rejoindre la race des seigneurs des blancs, c'est pareil pour les intellectuels noirs en fait, ils ont eux aussi envie de rejoindre, de devenir le Toubab Bougnoul. Et s'il y cédait, tout le profit en serait pour les puissances d'argent qui auraient là un otage et un complice. C'est-à-dire qu'une fois que tu es noir qui rejoint le régime des dominants blancs, tu deviens en fait un vecteur de l'impérialisme et de la domination coloniale aussi.
Donc vous voyez que là, il a une réflexion assez communiste, c'était un peu la pensée anticolonialiste, soutenue par les communistes à ce moment-là. Si l'on veut bien y réfléchir, l'intérêt, le rôle de l'élite négro-africaine, quel que soit le degré et la nature de son métissage, car il y a chez elle un métissage culturel qui n'est pas le moins important, est de transcender ces contradictions apparentes, de les transformer en accords conciliants. Alors il y avait la question Toubab, Babtou, Toubib. Oui, Toubab dans le sens Babtou. Toubab en fait ça veut dire blanc. Et du coup en français on utilise Babtou pour faire un verlan de Toubab. Mais Toubab c'est blanc en fait. Ça se dit beaucoup. Je sais pas c'est dans quelle langue que ça se dit. C'est peut-être en dioula. C'est ainsi seulement qu'elle pourra fonder la civilisation nouvelle qu'exigent les temps modernes. Si la bourgeoisie sénégalaise, la métisse en particulier, avait compris son rôle véritable, elle nous eût épargné un gaspillage d'énergie de 100 ans. Mais laissons le passé. Nous vivons une grande révolution et le problème est d'édifier l'Afrique future dans l'Union française. Là, vous voyez qu'à ce moment-là, il croit vraiment que l'Afrique du futur peut être une Afrique qui se passe dans l'Union française, une Afrique qui serait pas en mode l'indépendance comme on la comprend aujourd'hui, mais qui serait en fait des pays autonomes au sein d'une grande union puissante. Dans cette œuvre exaltante, les métis ont leur rôle à jouer qui n'est pas mince. Ils ne le feront que si nous les considérons comme ils sont réellement. Ils sont les derniers membres entrés dans la communauté négro-africaine. Ils n'en sont pas moins partie intégrante au même titre que les autres. Donc lui, il est un peu en mode les métis sont des noirs comme nous. Qu'ils considèrent l'œuvre accomplie de leurs semblables en Amérique noire parmi les meilleurs écrivains, parmi les meilleurs artistes négro-américains, je parle de ceux qui apportent des valeurs noires d'humanité, il y a de nombreux métis. Donc là, il est en train de reprendre un peu les catégories aux États-Unis, où il n'y a pas le métis aux États-Unis. C'est pour ça que c'est vraiment des descriptions contextuelles qui sont différentes en fonction des contextes coloniaux. Aux États-Unis, c'est la one drop rule, comme on dit, c'est-à-dire que dès qu'il y a du sang noir, les gens sont considérés comme noirs. Ce qui fait qu'il n'y a pas les métis comme il peut y avoir dans le cas de la colonisation française et que c'est un parent colonisé, un parent colonisateur. Et du coup, ça crée cette classe particulière qu'on appelle les métis ou les mulâtres. Et pour revenir en manière de conclusion à ce que je disais au début de cet article, toute cette Amérique noire forme, malgré les teintes diverses de l'épiderme, un peuple, pour ne pas dire une race, qui a les mêmes réactions biologiques et psychologiques. Elle a surtout la même foi et les mêmes valeurs nouvelles qu'elle lance par le monde, s'impose à l'univers étonné et ravi. Qu'attendons-nous, nous négro-africains, pour être nous aussi un facteur important dans l'édification de l'Union française et de l'humanisme du XXe siècle? Qu'attendons-nous pour être un peuple uni? Et du coup, là, en gros, il est en train de dire faut pas séparer les métis des noirs. Il faut s'unir entre métis et noirs dans le contexte de l'Afrique pour construire l'Union française. Et il fait un PS qui va être ce qui va vraiment énerver les métis, vous allez voir. Les milieux officiels ont été quelque peu surpris, pour ne pas dire choqués, par les demandes d'audience adressées par l'Association des métis au président de l'Union française. Ils ont pensé que les circonstances se prêtaient peu à des manifestations de racisme. L'Association des métis rendra un grand service aux métis en se sabordant. Ce dont les métis ont faim et soif, c'est de justice, non de philanthropie. Donc vous voyez qu'en fait, il a fait un grand article, et à la fin, il met un coup de couteau comme ça, là. Il parle de l'Association des métis qui a été discuté avec le président de l'Union française. Et il pense que ça, c'est une manifestation de racisme. Pourquoi? Et que vont répondre les métis? Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On le découvre dans le journal Clarté, journal du Parti socialiste sénégalais. Et donc ça, c'était un article du 8 mai 1947, et celui-ci, c'est un article du 9 mai. Donc c'est le jour d'après, mais il raconte ce qui s'est passé le jour d'avant. Que s'est-il passé donc en vrai? Pourquoi Senghor est énervé? Parce que le président de la République et l'association des philanthropiques des métis. Le 19 avril, Dakar est encore tout frémissant des quelques jours de faste et des heures d'émotion qu'elle vient de connaître. Notre cité se souviendra que la première visite du président de la République fut pour elle. Envoyée en délégation le 19 avril par l'association philanthropique des métis pour présenter nos vœux de bienvenue et nos doléances à l'éminente personnalité de Monsieur le Président Vincent Auriol, nous eûmes, parmi la foule des privilégiés venus de toutes parts, recueillir les barquesses du premier français, le bonheur de lui toucher la main, de cueillir sur ses lèvres émues des paroles sacrées. Donc là, en fait, c'est les métis qui sont allés à la rencontre du président de France qui a fait sa première visite à Dakar. Le but que poursuit l'association philanthropique des métis, organisme autorisé pour défendre la cause de tous les métis français, est sans équivoque. Il est aisément compréhensible aux plus bornés, pour peu qu'il ne soit aveuglé par la passion politique, le parti pris, les préjugés ou des sentiments inavouables. Il s'agit de trouver une solution raisonnable et équitable au problème métis, problème qui a déjà fait verser beaucoup d'encre et que nous ne souffrirons pas
de voir relégués dans les archives poussiéreuses du gouvernement général. Ils veulent se débarrasser de ce problème métis. Et qu'est-ce que c'est que le problème métis selon eux? C'est pourquoi nous avons cru devoir enfreindre les règlements du protocole en remettant dans la main du président de la République une lettre ouverte dont une copie a d'ailleurs été adressée à monsieur le ministre de la France d'Outre-mer. La teneur de cette lettre est un mémoire de textes législatifs qui consacrèrent et confirmèrent au cours de ces 40 dernières années notre qualité originaire de Français et nos droits et devoirs subséquents. Il y a plusieurs choses importantes à voir dans ce paragraphe. Ils ont dit qu'ils ont cru devoir enfreindre les règlements du protocole. Parce qu'en fait, le protocole, c'est qu'une association ne va pas directement mettre des informations ou des demandes dans la main du président. Il faut passer par un parti politique, etc. Là, vous commencez à comprendre pourquoi Senghor est vénère. Parce que c'est Senghor, le député du Sénégal. C'est lui qui doit transmettre les informations au président de la République. Mais eux, ils y ont été directement. Et donc, ils demandent qu'on confirme leur qualité originaire de Français. En conclusion, nous demandons à Monsieur le Président de la République d'appuyer notre requête de toute sa haute personnalité pour que justice nous soit faite et que l'AOF, tout comme Madagascar et l'Indochine, voient consacrer intégralement dans les faits la loi sur la recherche de la paternité, quelque ennuyeuse que son application puisse être ou paraître. Qu'est-ce qu'ils demandent les métis à ce moment-là? Ils demandent qu'enfin on applique la loi sur la recherche de paternité. Jusqu'alors, donc il y avait des blancs qui venaient dans les colonies, qui faisaient des enfants et qui se barraient, et là, eux ils demandent qu'on puisse retrouver qui est le père, et du coup réclamer des droits, parce que si c'est par exemple un militaire blanc, ça leur permet d'avoir la nationalité et la qualité de citoyen français, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une différence entre les colonisés qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Et donc en fait, reconnaître le père, ça permet à ces métis d'avoir des droits de citoyens français avant tout. Et vous pouvez suivre ce que je suis en train de lire sur le Miro, merci 13 bis d'avoir mis le lien. Si vous cliquez sur le Miro, vous arrivez ici avec moi. Je suis en train de lire l'article qui s'appelle Clarté. Et vous pouvez lire aussi si ça vous intéresse. Et là, on comprend vraiment pourquoi les mots ont un sens et comment le racisme se construit. C'est d'abord quelque chose, c'est pas quelque chose de moral, c'est pas genre j'aime pas les noirs ou j'aime pas les métis ou je sais pas quoi. C'est d'abord une question de privilège et de loi, parce que les blancs ont telle possibilité, tel privilège qui sont inscrits dans la loi, et c'est tout ça qui va générer tout ce dont on hérite aujourd'hui. Et donc là, à l'époque, c'est vraiment au cœur de ces enjeux-là qui disent Monsieur Vincent Auriol, donc le président, a bien voulu accepter notre lettre et d'une voix émue nous a déclaré en nous serrant la main « Je vous remercie de vos souhaits de bienvenue auxquels, croyez-le bien, je suis très sensible. Je vous promets de confier votre requête au gouvernement dès mon retour. Vous pouvez espérer en la France. » Là, il faut bien se rappeler aussi que la France en question, c'est la France qui vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui, au lieu de donner l'indépendance à ses colonies, est en mode « Restez avec nous, les indigènes, restez avec nous, jamais vous ne serez libres, vous avez besoin de nous. Oh !» Et du coup, ils sont aussi très contents de pouvoir nouer des relations, entre guillemets, de confiance, ou en tout cas d'avoir des indigènes qui ont besoin d'eux. Donc Vincent Auriol, à ce moment-là, il est en mode « Vous pouvez espérer en la France », autrement dit, pas d'indépendance tout de suite, les amis. Pas d'égalité, enfin, on s'en fout, on va vous donner votre truc, ne demandez pas l'égalité non plus. Astrop qui dit « Oh, Indochine, c'est un peu un sujet, mais potentiellement le même problème métis là aussi. » Exactement. Les métis de cette époque sont connectés entre les Indochines. En fait, ça se passe partout pareil, que ce soit en Asie ou en Afrique. Et vous allez voir, on va faire dans plusieurs lives, on va étudier un peu les textes coloniaux de l'époque, et vous allez voir qu'à l'époque, Indochinois et Africains sont extrêmement liés. Dès que les Africains parlent d'un truc, ils font référence à l'Indochine et inversement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les communautés asiatiques ou africaines en France sont complètement déconnectées. À l'époque, c'est le même combat et c'est vraiment beaucoup de connexions. Et aussi avec l'Afrique du Nord, le Maghreb bien sûr. Alors, le 23 avril, notre comité directeur reçut une carte d'invitation à l'audience présidentielle du 24, à laquelle se présenta une délégation composée de 3 métis et de M. Graziani, membre d'honneur de notre groupement, et un des rares Français qui nous ont compris et ont eu le courage de nous défendre. J'ai mis c'est qui parce que je sais pas c'est qui Graziani, mais en tout cas c'est un homme blanc qui a choisi d'aider les métis dans leur combat. Ce fut lui qui exprima à M. Auriol le but de notre mission et lui fit connaître l'état d'esprit d'un grand nombre de métis dont l'intention était bien arrêtée jusqu'à la veille de son arrivée, de manifester par des tracts et tout autre moyen leur impatience d'entendre enfin statuer sur leur sort. Là, en gros, ce que ça dit, c'est qu'ils sont partis à une entrevue avec le président, ils étaient 3 métis, plus Graziani l'homme blanc, qui les introduit auprès du président, mais qui les a aussi calmés. Parce que s'il n'était pas là, Graziani, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient sorti leur tract, ils auraient crié genre « Ah, on veut notre truc, on veut notre truc !» Et lui, il leur a dit « Non, calmez-vous. C'est pas la bonne manière de militer. Moi, je vais vous emmener face au président. On va discuter avec lui
ça va bien se passer. Et donc là, ils lui disent merci à M. Graziani d'avoir pu se mettre à leur côté. Le président marqua sa surprise, reconnut les sentiments de déférence et de loyalisme qui ont fait avorter ce projet. Donc là, il se dit, ah oui, c'est vrai, les administrateurs d'avant, ils ont vraiment pas respecté, ils vous ont pas respecté, en fait. Et il convainc de la légitimité de nos doléances et nota l'insistance de nos délégués pour la cause que notre groupement s'est assigné comme tâche primordiale. Nous espérons de ce bref entretien qui fut empreint d'une véritable cordialité et auquel l'humour et le franc-parler de M. Graziani ajouta une note gaie et quelque peu acoustique, nous osons espérer qu'il est le prélude de la reconnaissance par la France de ses enfants métis. Fils légitimes, naturels ou bâtards, les métis sont fils de France et veulent demeurer les fils de France intégraux aujourd'hui et demain. Que la France se garde de les renier, elle pourrait s'en mordre les doigts. Ouh, ça finit par une petite menace. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en mode... Nous sommes fils de France. Et là, on parle de gars qui vivent à Dakar. Ils disent nous sommes fils de France, fils légitime, naturel de France. Et donc, ils veulent des droits français. Et donc, ils ont adressé cette lettre à Monsieur Auriol et ils la mettent ici. Monsieur le Président de la République et de l'Union française, Monsieur le Ministre de la France d'Outre-mer, les membres du groupement fédéral des métis en AOF vous formulent leurs meilleurs vœux de bienvenue et attirent votre haute bienveillante attention sur la révoltante situation des métis au sein de la communauté africaine. Ces Eurafricains, ça c'est intéressant ce mot, retenez-le bien, Eurafricain. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'Afropéens par exemple. À ce moment-là, il y a ce mot Eurafricain. Il y a aussi les Eurasiatiques, qui sont encore ces métis qui vivent en Afrique ou en Asie. Donc ces Eurafricains protestent fermement contre l'attitude adoptée par les pouvoirs publics locaux qui tend, par des restrictions, à revenir sur le statut des métis en Afrique française, alors que les lois votées par les parlements de l'époque, qui nous donnaient une situation sinon privilégiée comme celle de celui qui nous a engendrés, mais faisaient du moins de nous des individus majeurs. Là, s'ils avaient respecté les lois, ils auraient une situation au moins de privilège, donc comme les blancs, ou au moins être majeurs, parce que les noirs n'étaient pas reconnus comme des individus majeurs dans la majorité des cas. Mais les empiètements dont nous sommes l'objet nous forceront par nécessité à sortir de la réserve si l'application de ces lois nous est contestée. Monsieur le Président de la République, les métis souhaiteraient que votre voyage mette un terme au malaise qui persiste chez nous et ne voudraient pas un jour, pour sauvegarder la dignité des nôtres, se trouver dans l'obligation de se départir d'une attitude dont la correction est incontestable. En gros, ils veulent dire, on va passer aux mains, là. On va se battre, on va tout faire péter, quoi. En vous remerciant à l'avance de ce que vous voudrez bien faire à ce sujet, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments très respectueux et dévoués. Ok, donc ça, c'était ce qui s'est passé concrètement. Lui, il a écrit son article, il n'y a pas de problème métis, Senghor. Il avait fini par ce truc. Les milieux officiels ont été quelque peu choqués par les demandes d'audience adressées par l'association des métis. Il est en mode, il faudrait mieux que vous arrêtiez votre délire là, les métis, vous êtes complètement ouf. Alors les métis, ils découvrent l'article de Senghor et ils se disent, mais il est ouf ou quoi? Et donc ils répondent. Non sans surprise, en parcourant le journal Réveil du 8 mai 1947, je relève un article de Léopold Sédar Senghor démentant d'une façon péremptoire le problème du métis en AOF. Les arguments élémentaires dont il se sert pour étaler sa science d'anthropologue averti ne peuvent m'empêcher, et pour cause, de lui signifier clairement et modestement ma façon de concevoir le problème. Eux, ils sont un peu vexés parce que Senghor, c'est un monument littéraire, c'est un mec qui a fait toutes les grandes écoles à Paris. Donc eux, ils se sentent un peu bêtes par rapport à lui, et donc ils sont un peu complexés au niveau de l'écriture, on va dire. C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais ils tiennent quand même à dire leur réalité. Tout d'abord, je tiens à préciser à l'opinion publique que je déteste le racisme sous quelque forme que ce soit et je me refuse d'y toucher. Là, on se croirait aujourd'hui. On commence par dire « je suis pas raciste, je déteste le racisme c'est mal ». Et il faut savoir qu'en 1947, donc on est juste après aussi que vraiment il y a eu le génocide des Juifs, la Shoah, et du coup le racisme est devenu vraiment moralement condamnable, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Il y avait déjà des condamnations du racisme depuis très longtemps, mais c'était pas aussi clair qu'il ne fallait pas être raciste. Vous voyez, il n'y avait pas le même poids moral sur le racisme. Alors qu'en 1947, c'est bon, le racisme, c'est devenu le mal moralement. D'ailleurs, moi, je pense que c'est une vraie erreur stratégique qu'a fait la gauche, mais en général qui a été faite de placer le racisme sur le plan de la morale, parce que je pense que c'est pas du tout de la morale, et on est bien en train de le voir dans cet article, c'est plutôt une question politique, c'est une question de structuration de classe grâce à une distinction de race. C'est là qu'on voit que le racisme devient peu à peu une question morale, alors qu'en fait, il s'agit d'autre chose. Donc lui, il dit « je déteste le racisme ». Néanmoins, bien que cet érudit sache le pourcentage exact du métissage des différentes races de l'AOF et les infiltrations s'y rattachant, le lecteur intelligent est obligé de conclure que l'auteur n'a fait que tourner autour du sujet sans l'aborder directement. Considérant que si le métis demande aujourd'hui sa place dans la communauté et à y être considéré en individu régulier, ce n'est point pour des fins de racisme ni de division. Donc en gros, il est en train de dire qu'ils veulent pas que les métis se séparent des noirs et rejoignent les blancs, parce qu'en fait, c'est les blancs qui sont racistes et qu'ils ont mis en place ce système blanc avec du pouvoir,
métis avec moins de pouvoir, noir avec pas de pouvoir. Et il dit, nous, on veut pas rejoindre ce système. On n'est pas dans le racisme et la division. Au contraire, son droit le plus absolu, donc il revendique son droit le plus absolu, de revendiquer l'application de la loi sur la recherche de paternité. Ils veulent savoir qui sont leurs parents. Il est navrant de constater que Léopold Sédar Senghor, qui semble méconnaître le problème du métis abandonné, ait prononcé un réquisitoire aussi sévère contre toutes les Africaines qui se sont laissées séduire ou prendre d'autorité par certains Européens venus ici en conquérant et non en civilisateurs. Ça c'est intéressant parce que là on voit que les métis savent très bien de quoi ils parlent de leur vécu qui est complexe et contradictoire et dur à gérer, c'est pas ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, mais c'est d'être les enfants de ces femmes africaines qui ont soit cru qu'elles pouvaient avoir une relation avec ces blancs colons, soit qui ont été en fait tout simplement violées. Et ça c'est leur maman en fait, à tous ces métis. Et donc lui il dit, on sait très bien, à notre époque encore, dans quelques coins retranchés de l'AOF, se poursuit à une cadence accélérée le métissage sous les yeux tolérants de l'administration. Là c'est intéressant parce qu'on voit que dans ce contexte, le métissage, c'est cette pratique violente des colons de faire des enfants avec des femmes colonisées et de se barrer. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le métissage, c'est beaucoup plus bien vu. On a oublié toute cette histoire originelle en contexte français du métissage. Et donc, malgré la campagne de presse actuelle, l'Africain sincère n'ignore pas que le métis abandonné et à la charge de la collectivité africaine ne peut pas renier sa pauvre mère qui supporte stoïquement tout le poids de l'abandon d'un père indigne et intéressé. Donc là, il dit, les métis, en fait, ils restent à la charge de la collectivité africaine. C'est-à-dire que les blancs sont venus, ils ont fait leur enfant, et ensuite, qui est-ce qui s'occupe de l'enfant, concrètement ? C'est la mère, mais dans le cadre africain, la mère qui a déjà un enfant avec un blanc, c'est compliqué parce que qui va vouloir la marier, etc., dans la société sénégalaise de cette époque, de 1947. Et du coup, elle devient une sorte de charge pour la collectivité sans que le père puisse s'en occuper. Quant aux métis abandonnés, cas très rare au Sénégal, donc là, les métis abandonnés, lui, il veut dire abandonnés par leur père et par leur mère, ce qui est très rare au Sénégal, l'État qui s'est substitué à leur père respectif, qui l'a couvert par la non-application de la loi sur la recherche de la paternité, s'est obligé de les recueillir dans des orphelinats qui reviennent très cher au budget dans l'unique but de maintenir haut le prestige de la nation colonisatrice. Alors cette phrase, je trouve que c'est une des plus intéressantes parce que, en gros, il explique un truc simple. Donc là, c'est Monsieur Kaba Pierre, c'est un des membres de cette association philanthropique des métis du Sénégal. Il dit, les métis abandonnés, en fait, il n'y en a quasiment pas au Sénégal parce que au moins la mère est là, en fait. Ou bien, au moins, il va y avoir la famille qui va prendre en charge l'enfant métis. Mais ceux qui sont vraiment abandonnés, l'État, en fait, ce qu'il devrait faire, c'est quoi ? C'est retrouver le père et rendre l'enfant à la charge du père. Donc les pères, on sait très bien qui c'est, puisque c'était des soldats coloniaux, c'était des coloniaux, ils étaient inscrits dans les registres. On sait qui était à quel endroit, à quel moment. Mais l'État, plutôt que de ramener l'enfant métis à son père, pour que son père assume ce qu'il a fait, l'État préfère ouvrir des orphelinats et mettre tous les métis à ce moment-là dans ces orphelinats où en fait ils sont tous entre métis abandonnés, leur donner une éducation un peu bancale pour en faire des intermédiaires entre les colons et les colonisés, et c'est un truc qui coûte hyper cher en fait à l'État. Donc, le cas d'abandon est très rare chez l'Africain, et même si l'enfant n'est pas conçu dans une union légitime, il ne demeurera pas moins un heureux bâtard qu'un foyer généreux se fera le devoir d'adopter. Et oui, puisqu'il était toujours adopté soit par le frère de la mère, ou etc., etc. Surprenant de voir un argument économique. Ah oui, en fait, à ce moment-là, donc la Société de philanthropie des métis, eux, ils cherchent tous les moyens d'avoir leur reconnaissance de père, et donc ils expliquent même des arguments économiques en disant ça coûte trop cher à l'État, etc. C'est un truc qui revient grave souvent dans les argumentaires pro ou contre coloniaux, c'est la question de combien ça coûte. C'est un levier assez fort parce qu'à l'époque, il y a plein de gens. Donc il y a le parti colonial qui est très fort en France, mais il y a plein de gens qui sont contre la colonisation et qui vont s'appuyer en disant ça coûte trop cher à la France. Et aujourd'hui, vous voyez cet argumentaire qui revient parce que l'extrême droite, par exemple, de l'époque, elle avait tout mis en disant il faut mettre de l'argent pour lutter contre les Allemands et pas pour coloniser. Du coup, par exemple, aujourd'hui, vous avez l'argumentaire d'extrême droite qui revient en disant la France a perdu de l'argent dans les colonies. Et ça, en fait, c'était un argumentaire qui existait à l'époque. Tous ceux qui étaient contre la colonisation, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, disaient ça coûte trop cher. Donc c'est pour ça aussi qu'ils utilisent ici l'argument économique. Les métis abandonnés, recueillis et éduqués dans les établissements publics, constituent pour l'administration coloniale non pas des privilégiés, comme le dit Senghor, mais au contraire une catégorie de petits fonctionnaires rétribués à des taux de famine liés à l'État par une espèce de contrat tacite. Ils végètent dans une situation déplorable jusqu'à la retraite, malgré leur rendement appréciable, et le budget n'est point grévé pour entretenir ces agents spéciaux. Ça c'est important parce qu'effectivement, quand vous allez en Côte d'Ivoire ou au Sénégal aujourd'hui, vous avez ces métis, cette génération de métis, abandonnés par leur père blanc et leur mère noire, qui ont été éduqués dans les orphelinats pour métis coloniaux et qui se retrouvent à être détestés par les noirs parce qu'ils sont un peu privilégiés par rapport aux noirs, mais aussi ils ont toujours grandi en Afrique, c'est des Africains purs durs, donc ils peuvent pas aller en France non plus.
Ils sont dans une espèce de truc bizarre où l'administration se sert d'eux pour combler des emplois qui sont intéressants parce qu'elle les a formés à ça, mais en même temps sans leur donner le salaire qui va avec, ni les privilèges qui vont avec. Et du coup, ils sont juste coupés de leur possibilité de s'ancrer dans l'endroit où ils sont nés, où ils grandissent, et coupés des privilèges qu'ils auraient pu avoir. Et je vous montre une vidéo. Aujourd'hui, il y en a toujours qui existent, genre les plus jeunes de cette période, ils sont toujours vivants ou ils sont en train de décéder actuellement. Il y a des documentaires qui existent où ils prennent la parole. À l'heure où le débat sur l'héritage de la colonisation reprend de la vigueur en France et dans ses anciennes colonies, où l'on déboulonne les statues et rebaptise les avenues, arrêtons-nous sur un exemple édifiant de ce qu'a été le système colonial. Direction la Côte d'Ivoire. Là-bas, au début du XXe siècle et jusqu'à l'indépendance, on a mis en place tout à fait officiellement un système d'abandon d'enfants. Des enfants métis, nés des amours presque toujours contraints d'une femme ivoirienne, une indigène comme on disait à l'époque, et d'un colon français qui n'avait la plupart du temps nulle intention de l'épouser, lorsqu'il n'avait pas d'ailleurs une autre famille officielle en métropole. Ce système aussi cynique qu'efficace a donc institutionnalisé cet abandon d'enfants. Le père n'avait pas à s'en soucier et l'enfant, arraché à sa mère, était confié à des orphelinats où il recevait soins et éducation aux frais de la France. À travers leurs témoignages bouleversants, on mesure la déchirure de leurs histoires respectives entre quête des origines et ressentiment envers la France. Les enfants cachés de la France coloniale, c'est un document de reporter sur France 24, signé Caroline Dumont. C'est un truc de ouf, hein. Là, ça se passe à Bingerville. Je vais faire un reportage sur cet endroit-là qu'ils sont en train de filmer. Le jardin botanique de Bingerville, qui était aussi une création des colons. Il n'a pas connu mon père. Il n'est pas trop tôt. Et moi, j'étais encore bébé. Je suis dans que mon père a participé à la création de ce jardin botanique. Alors là, c'est trop intéressant parce que, du coup, son père, c'était un colon blanc qui était affecté à la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Pour les palmiers à huile, c'est ce que vous voyez juste derrière lui. Donc ça se passe à Bingerville, jardin botanique de Bingerville. Donc dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on faisait ? On testait massivement plein de plantations qu'on faisait venir de partout, genre du cacao, palmiers à huile, etc., etc. Et on se disait, ah, ça pousse bien dans cette colonie, donc on va faire des monocultures de ce truc-là dans cette colonie. Du coup, la colonisation, c'est toujours lié à la question, écologique, agrologique. Et donc lui, son père, était chargé de tester donc les palmiers à huile ou l'exploitation des palmiers à huile, d'abord en Côte d'Ivoire, puis au Bénin. Ça, c'était l'orphelinat des Métis de Bingerville, qui était l'ancienne maison du gouverneur colonial de Côte d'Ivoire quand Bingerville était la capitale. Donc c'est un lieu chargé de mémoire incroyable. Manqué a passé son enfance ici, dans l'orphelinat qui jouxte le jardin botanique de Bingerville. Il avait à peine 10 ans quand il est arrivé devant cette immense bâtisse, après plusieurs heures de marche à pied, escorté par des gardes coloniaux. C'était en 1939, il y a plus de 80 ans, mais il s'en souvient comme si c'était hier. À chaque fois que les gens vous disent la colonisation, pourquoi vous parlez de la colonisation, ça fait des siècles, c'était là. C'est-à-dire les mecs sont encore vivants. Ça me parle beaucoup de souvenirs. André a été l'un des tout premiers pensionnaires de ce qui s'appelait à l'époque le foyer des Métis. On arrête ici pour l'instant. Je finis cet article. On retourne en 1947 avec justement ces métis-là qui sont en train de parler, qui étaient peut-être des gens un peu plus anciens que la personne qu'on vient de voir dans le reportage. Et donc il dit « L'association philanthropique des métis, groupant des membres appartenant à toutes les nuances politiques et religieuses, qui s'est assignée pour tâche primordiale d'éclairer les autorités dans la conduite du bien-être moral et matériel des nôtres, abandonnés et nécessiteux, repousse votre conseil de sabordage. Au contraire, malgré tous les obstacles qu'elle pourra rencontrer, elle restera fermement attelée à son idéal qui consiste à ramener progressivement les métis devant leurs responsabilités d'individus majeurs, n'en déplaise aux autorités qui ont été choquées par nos demandes d'audience auprès du président de la 4ème République. Je ne conçois pas que vous ayez accepté d'être le porte-parole empressé de ces milieux, car plusieurs de nos membres ont contribué à obtenir votre mandat de député et n'ont point fait du racisme. Nous avons soif de justice, et Senghor nous rendra un grand service en nous décrochant la fameuse loi sur la recherche de la paternité, attendue sur les côtes d'Afrique depuis 3 siècles. C'est une tâche noble. Quant à la philanthropie, nous ne pouvons pas nous en passer, vu la faible minorité que nous représentons dans la collectivité africaine. La lutte est engagée. C'est un militant qui vous parle. Notre but, l'émancipation totale du métis dans une union française vraie et dans le cadre de la dignité humaine, signé Monsieur Kaba Pierre. Ce que je trouve intéressant avec cette fin de phrase, on est d'accord, Senghor avait dit certaines personnes avaient été choquées par les demandes d'audience que les métis ont fait auprès du président de la République. En fait, c'est lui-même qui a été choqué. Que eux aient pu faire ça sans le consulter lui. C'est censé être le député du Sénégal et les métis vont parler au président directement
sans passer par lui. Ça, il aime pas. Mais il y a aussi une bonne raison contextuelle de comprendre pourquoi Senghor est embêté. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Senghor est proche du mouvement plutôt communiste, dont Charles Guy Etcheverry est le responsable du Réveil, qui va plutôt être favorable à cette tendance. Et du coup, Senghor, il écrit dans ce journal. Et à ce moment-là, le conflit, il existe entre les communistes et les socialistes. Et Clarté, vous voyez que c'est un organe du Parti socialiste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, au sein de cette Union française, après la guerre mondiale, les socialistes ont eu de plus en plus de puissance, mais ils ont au fur et à mesure renié toutes leurs valeurs de dire on va donner plus d'égalité, on va permettre aux colonies de s'émanciper, etc. Plus le temps passait, plus ils disaient non, en fait, ils sont pas encore totalement matures, il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela. Et du coup, il y a un énorme conflit qui commence à naître entre les socialistes et les communistes sur la question africaine, notamment aussi lié au fait que, à partir des années 47, 48, 49, 50 et tout, c'est la guerre froide qui commence, et les États-Unis qui vont mettre une pression énorme pour la chasse aux communistes en général. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour attaquer tous les anticolonialistes en Afrique, les socialistes qui sont au pouvoir en France vont accuser tous les partis anticolonialistes d'être communistes. Et du coup, comme il faut détruire le communisme, ils vont pouvoir réprimer massivement tout un tas de partis. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure, les gens comme Senghor, Houphouët-Boigny et tout vont rompre leur lien avec le communisme, vont se rapprocher des socialistes, etc. Et donc à ce moment-là, le fait de voir les métis écrire dans des journaux socialistes, quand on était radicalement pour l'émancipation de l'Afrique, c'était un peu comme de la traîtrise, parce qu'on sait que les socialistes à ce moment-là, ils sont en mode pas besoin d'indépendance, pas besoin d'autonomie, rester subordonné. Mais du coup, Senghor, ce dont il a peur à ce moment, c'est que les métis rejoignent le camp des colonisateurs, gagnent leurs privilèges de blancs, mais oublient leurs frères et sœurs et leurs mères africaines. Et qu'en fait, juste, ils n'aident pas à résoudre le problème, mais qu'ils choisissent le privilège et la supériorité. Et les métis, ce qu'ils répondent, c'est que la situation est plus complexe que ça. Alors certes, ils sont en train de travailler avec des socialistes qui veulent maintenir le système colonial à ce moment-là, mais ils ont avant tout un problème de père, de mère, un problème intime à régler. Un problème intime qu'on ne peut pas régler par des grandes considérations sur nous sommes tous africains. Et du coup, ça c'est toujours la question qui continue à nous agiter aujourd'hui, que je trouve très intéressante. Et pour poursuivre cette réflexion, j'ai envie de vous lire, on va pas le faire aujourd'hui, mais on va le faire la prochaine fois, la deuxième réponse à Senghor, parce qu'une fois que les métis sont répondus, Senghor, il met un volet 2. Je suis hyper content d'avoir parlé de cette histoire des métis, parce que ça me parle, ça me tient à cœur. Je pense que c'est des sujets qui résonnent encore aujourd'hui. Vraiment, chaque jour, il y a des débats qui ressemblent à ces débats de l'époque. Il faut comprendre que tout ce dont on parle, racisme, etc., c'était avant tout des stratégies politiques mises en place par les colons pour mieux diviser les personnes qu'elles allaient coloniser. Donc pour instituer des privilèges concrets basés sur la couleur de peau. Et c'est ça qu'il faut dépasser aujourd'hui. C'est pas des questions de morale, c'est pas est-ce que j'aime bien les noirs, les blancs, etc. Non, c'est vraiment casser ces mécanismes dont on hérite. Et pour ça, comprendre l'histoire coloniale, c'est hyper important. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!